Quand vous entendez Al Capone, vous pensez mitraillette, cadavre, bain de sang. Il a fait la une du Time Magazine qu'il avait élu homme de l'année. C'était une star dans son domaine, l'équivalent d'un Babe Ruth en baseball. Certains jeunes sont incapables de citer les noms des 3 derniers présidents des États-Unis, mais ils connaissent Al Capone. Il incarne la figure du gangster américain. Al Capone est une icône qui incarne tout un pan de la culture américaine. C'est la success story d'un immigré qui avait certes la gâchette facile, mais qui est parti de rien pour atteindre les sommets. Je suis Deirdre Marie Capone. Al Capone était mon grand-oncle. Al Capone était-il un mafieux? Oui. Était-il un monstre? Non. J'ai fait ma carrière dans la police de Chicago, je dirigeais les enquêtes judiciaires, je viens des quartiers sud de la ville. Et je connaissais le nom d'Al Capone avant de savoir marcher. C'était le plus célèbre de tous les gangsters. Tout le monde connaissait les légendes qui l'entouraient. Al Capone est le plus grand gangster de tous les temps. Je m'appelle Vince Gilligan, je suis le créateur de la série Breaking Bad. Aux États-Unis, on est fasciné par les anti-héros, les criminels et les gangsters. C'est quand même intéressant ce culte que nous vouons à des hors-la-loi comme Jesse James et Billy the Kid, dont les parcours hors du commun accèdent au rang de légende. Nous sommes en 1929. Louis Armstrong vient d'enregistrer West End Blues sur disque 78 tours. Le groupe NBC lance le premier réseau radiophonique qui couvre tout le pays. L'équipe de football américain de Notre-Dame perd son premier match en 25 ans. Et Al Capone est l'incontestable patron du crime dans sa ville de Chicago, comme dans l'ensemble des États-Unis. Et pourtant, cela ne lui suffit pas. On est le 14 février 1929 et à Chicago, c'est la journée de l'amour. Je suis Michael Green, professeur d'histoire à l'Université du Nevada. Sur Clark Street, à Chicago, il y a un entrepôt. C'est là que se rendent quelques membres du gang dirigés par Bugs Moran. Ils ont été rencardés sur un arrivage d'alcool clandestin. Sur place, ils sont accueillis par des hommes en uniforme de police. Arrivés en retard, Bugs Moran les aperçoit à temps et continue sa route. Les gangsters pensaient que les policiers étaient venus leur extorquer de l'argent, et ils n'étaient pas plus inquiets que ça. Les arrestations étaient souvent des mises en scène. La police montrait au public qu'elle faisait son boulot, et derrière, elle relâchait les gars. Je m'appelle Frank Calabrese Jr. Je suis né et j'ai grandi au sein d'un groupe mafieux de Chicago, le Chicago Outfit, qui a été créé par Al Capone et dont mon père a été un des chefs. Ce jour-là, donc, les gangsters n'ont pas compris. Ils se sont fait aligner le long du mur. Et là, les policiers ont ouvert le feu. Ils ont descendu les 7 hommes. Et ils sont repartis dans leur voiture. Qui était derrière ce massacre? Comme toujours avec la mafia, c'est difficile de le savoir. Certains pensent que c'était vraiment des officiers de police et non des mafieux déguisés. Et il y a la théorie selon laquelle Al Capone aurait tout orchestré. Al Capone était en Floride au moment du massacre, mais Bugs Moran a tout de suite affirmé que seul Al Capone tuait de cette manière. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire. C'est le propre d'Al Capone de susciter des théories contradictoires. Ça ne peut être que l'œuvre d'Al Capone. Il a fait en sorte d'être en Floride au moment du massacre, en plein rendez-vous avec un procureur. Il n'y a pas de meilleur alibi. Ce qui me frappe le plus, c'est l'ostentation avec laquelle Al Capone s'exhibait à Miami. Pour moi qui connais le milieu, toute cette affaire est signée. Rien que ce petit sourire sur son visage qui disait « Non, c'était pas moi ». Et certains y croyaient.
Si Al Capone avait voulu tuer Bugs Moran, il l'aurait fait. Assassiner 7 personnes dans l'espoir d'éliminer un chef qui n'est même pas présent, ce n'est pas son genre. D'ailleurs, il n'a jamais été interrogé parce que la police n'y croyait pas non plus. À ce jour, il n'y a toujours aucune certitude. Le fait est que le gang de Bugs Moran a été décimé et que cette affaire sera aussi néfaste pour Al Capone lui-même. Le massacre de la Saint-Valentin marque un tournant dans l'histoire d'Al Capone. C'est une histoire qui, jusqu'à ce jour-là, est placée sous le signe du triomphe et de la gloire, et qui a commencé en Italie. Ses parents étaient fabricants de pâtes dans une petite ville. Ils ont émigré aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Son père est d'abord venu seul et s'est installé comme barbier. La famille Capone faisait partie de l'énorme vague d'immigration du tournant du XXe siècle. Comme beaucoup d'autres, elle s'est établie dans les quartiers les plus pauvres, là où les loyers étaient abordables. Gabriele Capone, sa femme Teresina et leurs 2 fils emménagent dans un immeuble misérable de Brooklyn, près du chantier naval. C'est là qu'Alphonse Gabriel Capone voit le jour le 17 janvier 1899. Il est issu d'une fratrie de 9 enfants et a été obligé très jeune de se débrouiller dans la rue pour aider financièrement sa famille. Brooklyn venait d'être intégré à la ville de New York. Je m'appelle Tim Weiner. J'ai remporté le prix Pulitzer dans la catégorie journalisme. Pendant de nombreuses années, j'étais reporter au New York Times. Je couvrais les guerres, les conflits et autres réjouissances. Al Capone est une icône américaine. Il symbolise aujourd'hui encore, 80 ans plus tard, le pouvoir des criminels capables de corrompre les hommes politiques et les forces de l'ordre. Brooklyn était une ville d'immigrants, où se côtoyaient des gens immensément riches et des gens extrêmement pauvres. À peu près tous les moyens étaient bons pour y gagner sa vie. Et le crime organisé était évidemment présent, notamment à travers la prostitution et les jeux d'argent. Les immigrés avaient beaucoup d'ambition. Certains sont tombés dans la délinquance parce qu'ils avaient fait l'école de la rue. Il a commencé comme voleur à la tire pour de petites bandes organisées. Al Capone a commencé à mal tourner à l'âge de 14 ans, peut-être même avant. Il s'est fait renvoyer de l'école pour avoir frappé son instituteur et a fréquenté différents gangs de rue. Il se débrouillait si bien qu'il est entré dans le Five Points Gang, l'organisation la plus puissante de New York. Al Capone travaillait comme plongeur au Harvard Inn à Coney Island. C'était un bar dirigé par Frankie Yale, un gangster et trafiquant. Il contrôlait le marché des blocs de glace. Pour pouvoir vendre de la glace à Brooklyn, il fallait verser une commission à Frankie. Sinon, on se retrouvait avec un pic à glace dans le dos ou le genou. C'était un homme très puissant. Il était assis dans un coin au Harvard Inn et les gens venaient le voir. Si vous vouliez faire tuer quelqu'un ou lui briser les jambes, c'est à Frankie qu'il fallait s'adresser. Al Capone côtoyait donc des personnages très influents. Pourtant, il n'était que plongeur. Puis, il est devenu barman, ce qui veut dire qu'il était intégré et qu'on appréciait. C'est au Harvard Inn qu'il s'est fait sa balafre, qui lui a valu le surnom de Scarface. C'était à une soirée. Il faisait le service au bar. Je m'appelle Scott F. Stoddart. Je suis professeur de cinéma et doyen du département de sciences humaines au Fashion Institute of Technology. Selon la rumeur, il avait repéré une femme qui lui plaisait. Il s'est glissé à côté d'elle et lui a chuchoté des choses fort désagréables à l'oreille. La fille a refusé ses avances, mais Al Capone a insisté, jusqu'à ce qu'elle aille se plaindre auprès de son frère. Le frère de la jeune femme est le mafieux Frank Galluccio. Quand on fréquente le Harvard Inn, mieux vaut savoir se défendre. Al Capone a voulu riposter et le type a sorti un couteau. Il visait la gorge, mais comme il était ivre, il a entaillé la joue d'Al Capone. Il a eu 2 petites cicatrices et une balafre très marquée sur la joue, depuis l'oreille jusqu'à la bouche.
D'une certaine manière, ça a été bénéfique pour Al Capone, puisqu'il a hérité d'un surnom formidable, Scarface. Cela dit, il se tournait toujours de manière à ce qu'on ne voit pas la cicatrice. Al Capone prétendra avoir été blessé en France pendant la Première Guerre mondiale. Mais il n'a jamais fait l'armée. Et finalement, la balafre sur sa joue va devenir une partie intégrante du personnage et de son mythe. Un jour, alors que j'étais assise sur ses genoux, j'ai touché sa cicatrice et je lui ai demandé « Il te fait mal ton bobo ?» En 1919, l'ambitieux Al Capone est contraint de quitter New York. Il a fait une erreur. En frappant une personnalité influente de la pègre new-yorkaise, il s'est rendu indésirable. Frankie Yale l'a envoyé à Chicago chez un certain Johnny Torrio, qui était à la tête de l'un des plus gros gangs de Chicago. Al Capone n'aurait pu choisir meilleur moment pour son arrivée. Son ascension rapide va coïncider avec le début de la prohibition et l'apparition d'un marché noir très lucratif. Sans la prohibition, Al Capone serait resté un illustre inconnu, un petit délinquant parmi d'autres. Il lui doit toute sa carrière. La prohibition était censée purifier le pays et sauver la jeunesse américaine empoisonnée par le démon de l'alcool. On peut la considérer comme une tentative de légaliser la morale. En théorie, la vente d'alcool était une activité illégale. Mais aux yeux de la population, ça n'avait rien d'un délit grave. Les gens buvaient énormément. Ils violaient ouvertement cette loi dont ils se moquaient et qu'ils trouvaient ridicule. Fréquenter les bars clandestins devient un sport national. Les boîtes de nuit prospéraient. Il était à la mode d'enfreindre la loi. Quand Al Capone est arrivé à Chicago, il n'avait que 22 ans. Mais ce n'est pas comparable à notre époque. Il connaissait la rue, il avait été videur, il avait eu certaines fréquentations à New York. Dans ces années-là, on grandissait plus vite, surtout dans les quartiers d'immigrants très pauvres, minés par la délinquance et où il fallait s'imposer. Il n'avait que 22 ans, mais il avait déjà beaucoup vécu. Il avait commencé comme petit délinquant, travaillant dans des bars comme videur. Il n'était rien. En arrivant à Chicago, il a été embauché au Four Deuces, sur l'avenue Sauce-Wabash. C'était un bar clandestin typique, connu de tous. Il y avait des filles à l'étage et de la bière en bas. Des groupes s'y produisaient. Al Capone devait accoster les passants et les convaincre à entrer. C'était ça son premier boulot, faire le rabatteur dans la nuit glaciale de Chicago. La prohibition générait une fortune infiniment plus importante que la prostitution ou le jeu. Chicago compte grosso modo deux gangs rivaux. Johnny Torrio est le leader de l'un d'eux. Al Capone l'impressionne tellement qu'il en fait son bras droit dans l'année. Lorsque Johnny Torrio échappe de peu à une tentative de meurtre, il décide de s'exiler en Italie et cède sa place à son second. Al Capone devient l'unique chef de la pègre de Chicago. Alors que les affrontements liés à la prohibition agitent le pays, les histoires trépidantes des contrebandiers contre les forces de l'ordre font les choux gras de la presse. Les gangsters deviennent des légendes. Le développement de la radio, des actualités filmées et du cinéma donne naissance à la culture populaire, et le public a soif de nouvelles célébrités. Al Capone est plus que ravi de se retrouver sous le feu des projecteurs. Dans les années 1920, le public était en demande de stars et les journaux s'employaient à les fabriquer.
Al Capone était la star du crime. Ses prédécesseurs évitaient généralement d'attirer l'attention sur eux. Lui, au contraire, aimait la médiatisation. On peut se demander comment il a pu devenir si célèbre. Le joueur de baseball Babe Ruth passait aux actualités et participait systématiquement aux finales de championnat. Lucky Lindbergh et Amelia Earhart devaient leur notoriété à leurs exploits. Al Capone était le plus grand gangster de Chicago, la capitale du meurtre, et il donnait des interviews. Il parlait beaucoup aux journalistes. On peut dire qu'il ne manquait pas d'audace. Il se vantait ouvertement d'avoir tel ou tel politicien dans sa poche. La presse se régalait de ses déclarations. Et elle a contribué à faire du gangster un personnage intrigant, voire adulé. Les tabloïds se développent et prospèrent grâce à des figures médiatiques comme Al Capone. Les tabloïds étaient beaucoup plus tapageurs que les journaux traditionnels. Ils étaient nouveaux et obligés d'attirer l'attention. Hollywood regorge de scandales qui sont traités comme des informations à part entière. Il y a l'acteur Roscoe Arbuckle, accusé d'un viol ayant entraîné la mort d'une femme. Il y a Gloria Swanson et ses mariages à répétition. C'est une aubaine pour les tabloïds qui sont friands de faits divers. Ils pratiquent un journalisme sans prétention et les gangsters leur fournissent une matière presque inépuisable. Les tabloïds font tout pour transformer les gangsters en stars. Ce n'est pas en parlant d'Einstein que vous allez vendre du papier. En revanche, tout le monde veut connaître la vie d'Al Capone. Al Capone sait qu'il fait un bon sujet et il sait qu'il est un bon client pour la presse. Pour ceux qui pensent que les journaux sérieux devraient s'abstenir de parler de faits divers, voici une anecdote. À l'époque, le New York Times était considéré comme le journal le plus barbant du monde. Quand on a demandé à l'éditeur pourquoi il couvrait les procès pour meurtre, il a répondu « Quand les tabloïds en parlent, c'est du voyeurisme. Quand nous en parlons, c'est de la sociologie. » Eh bien, Al Capone était un sujet de rêve à la fois pour les voyeurs et les sociologues. Al Capone et sa quête de célébrité inspireront bien d'autres criminels. Il a certainement créé de nombreux émules. Et son héritage reste omniprésent dans le cinéma américain et la culture populaire. La carrière d'Al Capone a servi de modèle aux générations suivantes. Il était devenu une célébrité. Je peux vous citer plusieurs noms de mafieux qui se sont inspirés de lui. John Gotti, par exemple, qu'on surnommait The Dapper Don, le parrain élégant. À Las Vegas, il y avait Frank Lefty Rosenthal. Originaire de Chicago, il dirigeait le Stardust et d'autres hôtels et casinos. Il écrivait pour des journaux et animait une émission de télé. Les criminels essaient généralement de faire profil bas. Ils ne se vantent pas de leurs activités. Capone voyait les choses autrement. Il était persuadé que les gens étaient de son côté. La popularité des parrains de la mafia, comme Al Capone, conduit à l'apparition et au développement de nouveaux codes cinématographiques. Le film de gangster devient un genre à part entière à Hollywood au début des années 1930, avec des films comme L'ennemi public, Le Petit César ou Scarface en 1932. Il entérine cette vague d'adulation autour du mythe de l'anti-héros. Les tenues des personnages sont inspirées de celles d'Al Capone. Des costumes à double boutonnière, le borsalino, les chaussures lustrées, les bijoux clinquants. Hollywood mettait le gangster en valeur, ce qui jouait en notre faveur. Les gens se disaient que finalement les gangsters n'étaient pas si mauvais, qu'ils étaient là pour les défendre. Tout le cinéma de gangster est construit autour du mythe de l'anti-héros. Cet homme qui essaie sincèrement de faire le bien mais qui n'y parvient pas et finit par se consacrer à une vie de criminel. Mais tous n'adhèrent pas à ce mouvement de vénération de la figure du gangster. Dès l'époque des films muets,
beaucoup d'Américains reprochent à l'industrie cinématographique des mœurs plutôt contestables. Et la passion pour les criminels ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Al Capone est l'archétype du gangster. Dans les premiers films parlant de 1930, 1931 et 1932, le gangster est souvent le héros. En 1933, l'administration Roosevelt part en guerre contre la criminalité. Un code de censure, le code Hayes, est introduit à Hollywood. Il stipule notamment que le gangster doit forcément perdre. Il ne peut plus être le héros, ni même l'anti-héros. Ce rôle est désormais réservé aux forces de l'ordre. Le gangster ne peut plus triompher de quelque manière que ce soit. Il doit mourir. Le code Hayes restera en vigueur jusqu'à la fin des années 1960. Ensuite, le cinéma se remettra à élever le gangster au rang d'anti-héros. Qui n'a jamais vibré d'excitation devant une histoire de gangster, qu'elle soit fictive ou réelle? On a envie de les soutenir, même si ce n'est pas bien. C'est pour cette raison que le film de gangster fait toujours partie des piliers de la culture populaire. Cependant, Al Capone n'est pas une star de cinéma. Dans la vraie vie, il empoche des millions grâce à son empire criminel, tout en cherchant à se forger l'image d'un Robin des Bois des temps modernes. Il excellait dans l'art de se fabriquer une réputation. Il donnait à des œuvres de bienfaisance et aidait les pauvres. Je m'appelle Charles B. Strozer. Je suis professeur d'histoire et psychanalyste. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de bonté dans le cœur d'Al Capone. On le considère comme celui qui, certes, se fait de l'argent grâce à l'alcool et d'autres substances illicites, mais qui en redistribue aussi une partie. Al Capone a toujours été préoccupé par son image. Il savait que le président Hoover voulait l'arrêter et lui faire endosser la responsabilité pour les problèmes de criminalité du pays. Il a donc lancé une contre-attaque en ouvrant une soupe populaire pour aider les gens pauvres et affamés. Il voulait montrer qu'il se souciait du sort des ouvriers. En public, Al Capone cultivait une image de Robin des Bois qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Il ne faut pas trop s'emballer au sujet de cette soupe populaire et de la supposée philanthropie d'Al Capone. On ne sait même pas quelle somme d'argent il a investi dedans, ni combien de temps l'initiative a duré. Ça a certes suscité un bref moment d'attention de la part des médias, mais rien ne prouve que cette initiative ait perduré plusieurs mois. Et rien ne nous dit qu'Al Capone l'ait financée seul. À son apogée, il gagnait 100 millions de dollars par an. C'est énorme. Il pouvait se permettre de donner 2 millions à des associations caritatives pour se tailler une belle réputation. En réalité, Al Capone était un intrigant. On n'accède pas à une telle position sans un certain talent et une certaine finesse. Je pense qu'il savait adapter son comportement à l'environnement et aux personnes qu'il avait en face. Au milieu des années 1920, Al Capone est au sommet de sa gloire. Il est à la tête de la pègre de Chicago et devient une légende vivante. Il devient une icône. Il incarne la figure du gangster américain. La prohibition ne freine pas la folie des années 20. Avec les années 1920, l'Amérique entre dans une nouvelle ère. Tout est en train de changer. On célèbre la fin de la guerre, l'économie est à nouveau florissante, les femmes accèdent à un peu plus de liberté. On fume, on boit, on découvre la musique noire dans les clubs, blanc et noir se mélangent, le pays reprend vie. C'est l'époque où ont été mis en vente les tout premiers disques de jazz. La prohibition est une période faste pour les arts. C'est l'un des héritages les plus importants de la prohibition. Je m'appelle Cassandra Wilson, je suis musicienne. C'est mon père qui m'a parlé pour la première fois d'Al Capone. Il est né à Chicago en 1918 et a grandi pendant la prohibition.
La prohibition était censée tempérer cet enthousiasme débridé et rendre la population plus sobre. Mais l'effet inverse s'est produit. Les gens sont devenus téméraires. Tout le monde voulait sortir et enfreindre cette loi. Tout le monde voulait continuer à boire. C'était devenu plus sexy que jamais. Les citoyens assoiffés de tout le Midwest affluent dans les bars clandestins d'Al Capone à Chicago, où ils trouvent de l'alcool, des femmes et de la musique. Sans Al Capone, je ne pense pas que le jazz se serait autant développé à Chicago. Le jour où des musiciens comme Louis Armstrong sont allés à Chicago pour jouer dans les bars clandestins a été un moment clé dans l'histoire du jazz. Ils y ont trouvé un protecteur et un mécène, Al Capone. Si la musique ne dispose pas d'un environnement favorable pour se déployer, elle s'éteint. Avec ses bars, Al Capone offre aux musiciens afro-américains une opportunité qui n'existe nulle part ailleurs. L'univers des bars clandestins a permis au jazz d'éclore et de s'épanouir. Dans la bonne société, il n'existait pas de lieu pour en écouter. Donc ceux qui voulaient entendre cette musique devaient se rendre dans ce genre d'établissement. Les bars clandestins de Chicago vont servir de tremplin à des chanteuses de légende comme Helen Ward, Anita O'Day ou Billie Holiday. Il y avait tellement d'établissements et tellement d'argent en circulation que des hommes comme Al Capone pouvaient se permettre d'embaucher des musiciens de premier ordre. Ils se fichaient de voir blanc et noir se mélanger. La musique a beaucoup profité de tous ces clubs tenus par la pègre. Al Capone n'est pas seulement un mécène du jazz, il en est aussi le gardien. Un soir, Louis Armstrong jouait dans l'un de ses bars. Il a quitté la scène un moment et quelqu'un lui a volé sa trompette. C'est le pire qui puisse arriver à un musicien. L'instrument est son bien le plus précieux. L'affaire est arrivée aux oreilles d'Al Capone et le lendemain, l'instrument était de retour. Al Capone a également marqué les esprits à travers son style vestimentaire. 70 ans après sa mort, il est toujours considéré comme le gangster le plus élégant de tous les temps. Al Capone dépensait sans compter. Il était toujours impeccable et achetait les vêtements les plus chers. Il se faisait faire des costumes sur mesure dans des couleurs improbables parce qu'il voulait qu'on le remarque. Il s'habillait de manière très calculée, très réfléchie. Vu sa taille, il avait une préférence pour les costumes à double boutonnière, qui allongeaient et affinaient sa silhouette. Il voulait s'habiller comme un banquier avec quelque chose en plus. Il n'essayait pas simplement de camoufler le fait qu'il était un criminel. Il faisait un véritable effort pour être perçu comme un homme d'affaires légitime. Le style extravagant d'Al Capone a largement imprégné la culture populaire. Beaucoup de gens se demandent quelle est l'origine du borsalino qu'Al Capone s'est mis à porter en public. D'où tenait-il ce feutre blanc? Du cinéma. C'était un passionné de western. À Chicago, on pouvait se faire arrêter parce qu'on avait un chapeau blanc. Comme tous les gangsters s'étaient mis à imiter Al Capone dans les années 1920-1930, les policiers en patrouille avaient pris l'habitude d'interpeller les hommes qui portaient des chapeaux blancs. Le borsalino a une puissance symbolique. Il représente la virilité, le succès. C'est l'attribut de quelqu'un qui sait y faire. Un homme qui porte un borsalino est un homme qui sait faire la fête. Une femme sait qu'elle va passer du bon temps avec lui. Alors que les années 1920 arrivent à leur terme, Al Capone est au sommet de sa carrière. Il est le patron incontesté du crime organisé de Chicago et sans doute de l'ensemble des États-Unis. Al Capone dirigeait un immense réseau de contrebande, de bars clandestins, de bordels
et de maisons de jeu qui prenaient également des paris, notamment sur les courses de chevaux, alors qu'il n'y a pas de champ de course à Chicago. On estime alors ses revenus annuels à une centaine de millions de dollars. C'est l'histoire d'un self-made man qui a trouvé et exploité le bon filon. Il est devenu l'un des hommes les plus riches de Chicago et l'un des plus célèbres au monde. Al Capone est la star du crime aux États-Unis. Mais il fait fi de toute prudence et défie ouvertement la loi à la moindre occasion. Il devient négligent et son ego incontrôlable. Plus son empire grandissait, plus il prenait de l'assurance, et moins il avait peur des pouvoirs publics. À supposer qu'il n'en ait jamais eu peur. Mais les temps changent, et les années 1920 touchent à leur fin. Le monde d'Al Capone est lui aussi sur le point de basculer. Nous sommes le 14 février 1929. C'est la Saint-Valentin. Il est 10h30. Al Capone est en voyage à Miami. À Chicago, 7 mafieux finissent à la morgue. On attribue le massacre de la Saint-Valentin à la bande d'Al Capone. Mais rien n'est jamais venu prouver cette hypothèse. L'un d'eux n'est pas mort sur le coup, malgré les 14 balles. Il s'appelait Frank Gusenberg, mais il n'a pas parlé. Dans la mafia, on garde le silence. Al Capone est peut-être innocent, mais l'affaire va profondément ternir son image. Les photos étaient violentes. Les victimes avaient été alignées dans cet entrepôt et sauvagement fusillées. Jamais avant ces photos, le citoyen lambda avait pu voir autant de sang et de cadavres d'un coup. Même les images de la guerre de sécession prises par Matthew Brady ne font pas cet effet. Le retentissement dans l'opinion publique a été considérable. Les gens étaient écœurés. Ils se sont finalement rendus compte que c'était mal, que l'Amérique, ça ne pouvait pas être ça. Al Capone n'a jamais été inquiété et il n'y a aucune preuve de son implication. Pourtant, il était considéré comme l'instigateur de ce crime. Et il symbolisait toute une époque et en a été tenu pour responsable par association. Une fois encore, Al Capone frappe l'imagination de la presse, mais d'une manière inhabituelle pour lui. Les milieux d'affaires de la ville en ont eu assez d'Al Capone parce qu'il nuisait à l'économie locale. Les entreprises refusaient de s'installer à Chicago et les touristes la délaissaient à cause de son image exécrable. Ils ont donc réfléchi à un moyen d'agir. Ils ont composé une liste d'ennemis publics et placé Al Capone en tête. Il était maintenant l'ennemi public numéro 1, l'homme le plus recherché de Chicago. La liste a fait les gros titres de la presse. La liste avait été conçue comme un simple coup de pub, mais ça a marqué l'opinion. Après 1929 et le massacre de la Saint-Valentin, on constate un réel changement dans le traitement d'Al Capone dans les actualités filmées et la presse. Il était devenu nauséabond. Du jour au lendemain, le bon samaritain était devenu le cerveau maléfique du crime organisé. Cet homme avait exploité le rêve américain et on se souvenait vaguement l'avoir apprécié. Mais on comprenait surtout qu'il avait exploité le peuple. Être ennemi public numéro 1, c'est avoir un pied en prison. Al Capone décide de quitter Chicago sur le champ. Les mafieux de la côte Est lui conseillent d'attendre que les choses se tassent. Al Capone se rend donc à Philadelphie. Il est armé. Les parrains ne portent jamais d'armes, seulement leur garde du corps. Un policier repère l'arme et il est arrêté. En règle générale, les grands mafieux s'entourent d'un contingent d'avocats pour faire traîner l'affaire. Là, Al Capone plaide immédiatement coupable et fait 1 an de prison à Philadelphie.
Il pensait que les esprits se calmeraient, mais ça n'a pas été le cas. L'événement a bouleversé l'Amérique. Les personnalités du monde des affaires de Chicago ne relâchent pas leur pression et sollicitent l'aide de la Maison-Blanche. Ils ont engagé un lobbyiste qui s'est rendu à Washington pour convaincre le gouvernement de faire tomber Al Capone. Le timing est parfait. 3 semaines après le massacre de la Saint-Valentin, Herbert Hoover est investi président. Il est très contrarié par les événements de Chicago. L'économie est florissante au moment de la campagne de Herbert Hoover. C'était une période de grande prospérité. Il a donc fait de la criminalité son cheval de bataille. Al Capone est le criminel le plus célèbre d'Amérique. C'est une cible facile. Al Capone n'a jamais été poursuivi en justice dans les années 1920 parce qu'il était plus puissant que la loi. Il était plus puissant que la police de Chicago. Il était plus puissant que les autorités du comté. Pour montrer qu'on allait réellement s'attaquer au crime organisé, il fallait prendre Al Capone pour cible. L'ironie de la chose, c'est qu'Al Capone était toujours un héros populaire et gardait cette image de Robin des Bois. Il jouissait d'une certaine popularité. Et pourtant, les gens avaient voté contre ce qu'il représentait. Le président Hoover est décidé à fournir les ressources nécessaires pour faire tomber Al Capone. Mais il est impossible de le poursuivre en justice pour les crimes les plus odieux qu'on lui attribue, à savoir la contrebande, le racket, le proxénétisme, les jeux d'argent, le meurtre. Tout le monde sait qu'Al Capone est un criminel, mais personne n'est capable de le prouver. On ne pouvait pas faire tomber Al Capone de manière conventionnelle. Il était trop protégé, trop haut placé. Il aurait fallu un tireur qui dénonce son chef, qui dénonce à son tour son chef, et ainsi de suite. C'était quasiment impossible. Le pays venait à peine de passer à 48 États. Très peu de lois votées par le Congrès pouvaient réellement être appliquées par le gouvernement fédéral. Le FBI ne pouvait pas arrêter Al Capone, parce que la prohibition était du ressort du département du Trésor. La recherche des preuves est menée par Eliot Ness. Ness était en charge de faire respecter la prohibition. Il cherchait des preuves susceptibles de coincer Al Capone. Le mythe autour d'Eliot Ness est largement exagéré. Ness n'a eu que très peu d'influence sur l'arrestation d'Al Capone. Il a en effet contrarié certaines opérations du gangster. Il a démantelé quelques affaires, des bordels et des distilleries. Il a freiné les rentrées d'argent. Mais son travail a eu vraiment très peu d'effet. Et je ne suis même pas sûr que le gangster connaissait Eliot Ness. Les médias se sont emparés de cette histoire parce que c'était un intellectuel. Il était diplômé de l'université de Chicago, il était intelligent, il parlait bien. Il aimait raconter comment il avait monté cette équipe d'agents incorruptibles. En réalité, certains d'entre eux ont été corrompus. Mais la presse aimait cette idée d'une équipe d'inspecteurs parfaitement intègre. C'est toujours sympathique de voir un Robert Stack à la télé ou un Kevin Costner au cinéma dans la peau d'Eliot Ness, cet homme qui refuse de lâcher. Mais Eliot Ness n'est pas celui qui a fait tomber Al Capone, même si c'est l'image qu'on garde de lui. Pour Hollywood, faire un film sur un bureaucrate obscur qui épluche méticuleusement des déclarations fiscales est difficilement vendeur. On préfère montrer un Eliot Ness qui débarque avec une batte de baseball à la main, peu importe ce qu'il a fait en réalité. Eliot Ness ne parvient pas à établir de délit majeur. Les autorités savent désormais que la seule manière d'inculper Al Capone, c'est de pister l'argent. L'impôt sur le revenu avait été introduit juste avant le début de la Première Guerre mondiale, et certaines personnes ne le payaient pas. L'une d'entre elles était Al Capone. En 1929, Al Capone a beau peser plusieurs millions de dollars, aucune déclaration de revenus n'a jamais été remplie à son nom. Une petite équipe d'agents du département du Trésor se sont attelés à chercher les preuves qui pouvaient faire tomber Al Capone pour fraude fiscale.
On parlait d'envoyer les Marines à Chicago pour éradiquer le gang d'Al Capone. Finalement, ils ont missionné un groupe de travail qui possédait une arme bien plus puissante que celle des Marines, la loi fiscale. Le démantèlement des groupes mafieux, à l'époque d'Al Capone et par la suite aussi, se fait rarement de manière sensationnelle, comme on pourrait se l'imaginer. En 1931, après des années de fausses pistes et d'impasses, Frank Wilson, un comptable discret, trouve la faille. Il décèle l'erreur, la preuve qu'Al Capone possède des revenus. On n'a jamais su précisément comment Frank Wilson, de l'unité d'investigation du fisc, avait mis la main sur cette preuve. Il a trouvé un registre qui listait des revenus provenant de jeux d'argent et sur lequel apparaissait le nom d'Al Capone. C'était une preuve recevable qui ouvrait la voie à sa mise en examen. Ils ne parvenaient pas à l'inculper pour meurtre ou contrebande. Al Capone veillait à garder les mains propres. Il n'avait pas d'autre choix que de tenter le procès pour fraude fiscale, parce qu'il voulait absolument le mettre à l'ombre. Mais ça ne faisait pas l'unanimité. Dans des courriers internes du département de la justice que j'ai retrouvés, on s'interroge sur l'image de faiblesse que ça pouvait donner. Qu'allait penser l'opinion publique d'un État incapable de faire tomber autrement que pour fraude fiscale un gros bonnet qui admettait faire de la contrebande? Mais finalement, il a été décidé que l'essentiel était de l'incarcérer. Le 5 juin 1931, Alphonse Gabriel Capone est mis en examen pour fraude fiscale de 1925 à 1929. Le gouvernement l'accuse d'être redevable de plus de 215 000 $ d'arriérés, compte tenu de ses revenus provenant des jeux d'argent. Qui aurait cru qu'une déclaration fiscale allait faire tomber Al Capone? La population et la presse ne manquent pas de constater que l'inculpation ne mentionne aucun des grands crimes attribués à Al Capone. Pour le mafieux et son équipe d'avocats, l'affaire ressemble à une fragile tentative de déstabilisation, facile à tailler en pièces. Le gouvernement doit mener l'affaire avec beaucoup de prudence, non seulement parce qu'il s'agit du fisc, mais aussi parce qu'ils n'ont aucune preuve concernant les meurtres. On ne lui reprochait strictement rien d'autre que de diriger une affaire pas si légitime qu'il le prétendait. Le gouvernement savait que le motif fiscal était une arme de poids. La défense avait ses doutes. Elle s'attendait à une peine de 2 ans tout au plus. Al Capone pense qu'il peut se jouer du système, que s'il plaide coupable, il fera 1 an, peut-être 2. Bref, rien de bien méchant. Le juge fédéral, James Herbert Wilkerson, rejette le plaidé coupable. Logiquement, il ordonne un procès. Le procès d'Al Capone s'ouvre le matin du 5 octobre 1932 au tribunal fédéral à Chicago. Une fois les jurés sélectionnés, Al Capone a essayé de les soudoyer. Quand vous avez l'habitude de suborner des maires et des procureurs, vous êtes assez confiant dans l'achat d'un simple juré. Les fédéraux l'ont su. Ils avaient un espion dans le camp d'Al Capone. Le juge a changé de juré. Et un jury intègre s'est présenté. Le procès devient immédiatement un événement médiatique. Ce procès opposait l'ensemble des États-Unis à un mafieux. Il faut savoir que dans les années 1920, les procès étaient vraiment exceptionnels. Il y avait eu l'affaire Scopes en 1924 qui, pour la première fois, avait attiré un réel intérêt de la part de la presse. Et puis, il s'agissait quand même d'Al Capone, qui comparaissait enfin devant la justice. On a fait croire que ce procès allait mettre un terme au crime organisé. Mais celui-ci est simplement devenu plus souterrain. Les médias accourent du monde entier et les rues autour du tribunal sont noires de monde. Le procès d'Al Capone sera le prototype des futurs grands procès de mafieux comme ceux de Lucky Luciano ou John Gotti.
C'était un cirque médiatique incroyable. Tout le monde attendait qu'il fasse le show, mais évidemment, ses avocats lui disaient de se taire. Les transcriptions étaient publiées quotidiennement dans la presse. L'image d'Al Capone est en miettes. Aux yeux des ouvriers, il n'est plus l'un des leurs, à savoir un citoyen lambda qui se bat pour obtenir sa part de rêve américain. Quand Al Capone a commencé à avoir des ennuis avec le fisc, son style de vie dépensier n'avait plus autant d'allure que dans les années 1920, quand l'économie était florissante. Des sous-vêtements de soie à 12 $ représentaient une semaine de salaire pour certains. Pour une famille pauvre, c'était une petite fortune. Ils avaient à manger pour un mois avec ce qu'Al Capone donnait pour ses chaussettes. Les gens n'étaient plus impressionnés par ces hommes hauts en couleur. Ça passait dans les années 20, quand tout le monde était heureux, gagnait sa vie et s'amusait. Mais dans les années 30, les gens faisaient la queue pour obtenir un travail. Ou pour la soupe populaire. Ces types n'étaient plus très bien vus. Son image était ternie, mais il ne s'en rendait pas compte. Il vivait comme ça depuis si longtemps qu'il ne se doutait pas de l'effet potentiel sur les jurés. Mais on ne pense pas à ce genre de choses quand on s'achète des vêtements. Le gouvernement a peu de choses contre Al Capone. Ils ont eu beaucoup de mal à prouver ses revenus. Ils ont finalement trouvé un comptable qui acceptait de témoigner. Le comptable était un témoin surprise qui a été annoncé avec beaucoup de fracas. Al Capone touchait en effet énormément d'argent. Mais ce n'était que des rumeurs. Aucune preuve n'a jamais été trouvée. Aucun chèque n'a jamais été déposé. Il fallait donc s'appliquer à prouver qu'il dépensait de grosses sommes et convaincre les jurés qu'il fallait gagner beaucoup d'argent pour en dépenser autant. C'était ça leur argument. À 14h42, le 18 octobre 1932, les jurés quittent la salle d'audience et commencent leur délibération. 8 heures plus tard, ils jugent Al Capone coupable. Tellement de gens sont tombés parce que quelqu'un de leur entourage a fait quelque chose que eux ne savaient pas. Al Capone a certainement dû répéter des milliers de fois à son comptable « N'écris pas ça, sois prudent, ils peuvent venir te contrôler ». Il avait peut-être une tonne de documents, mais un seul bout de papier a suffi. 6 jours plus tard, le juge James Herbert Wilkerson prononce la sentence. Généralement, les peines pour fraude fiscale étaient de 18 mois, voire 2 ans. Al Capone a pris 11 ans. Il a commencé à purger sa peine dans le comté de Cook, c'est-à-dire à Chicago, où sa mère lui apportait à manger. Il a ensuite été transféré à la prison fédérale d'Atlanta, qui était l'une des plus strictes du pays. Et pourtant, son séjour à Atlanta ressemble plutôt à des vacances. Sa cellule avait tout d'une chambre d'hôtel 5 étoiles. Il avait une literie et tout ce qu'il voulait, au point où les détenus venaient chez lui pour écouter la radio. Son emprisonnement se passait trop bien, tellement bien que les autorités ne pouvaient plus le tolérer. Ils l'ont donc envoyé ailleurs. Alcatraz. Pendant la guerre de sécession, la petite île dans la baie de San Francisco sert de prison militaire. Elle devient une prison fédérale en 1933. Là-bas, Al Capone ne pourra pas se procurer un bon matelas. Ils ont sorti mon oncle de la prison d'Atlanta et l'ont mis dans un train. Le train allait à Oakland, en Californie. Quand il traversait une ville, les habitants se rendaient à la gare juste pour pouvoir apercevoir Al Capone et le saluer. On peut se demander pourquoi ils envoyaient un fraudeur fiscal à Alcatraz. La raison, c'est qu'il s'agissait d'un coup de pub du gouvernement. Ils inauguraient cette prison censée être la plus dure au monde. Elle devait impressionner les plus grands malfrats. Il n'y avait pas de meilleure publicité pour un pénitencier haute sécurité que d'y envoyer Al Capone. Ils étaient sûrs de faire les gros titres. Quand il arrive à Alcatraz, il pense qu'il va refaire la même chose qu'auparavant. Mais le directeur, James Johnston, s'y oppose. Pendant plus de 4 ans, le gangster sera un prisonnier comme un autre.
Alcatraz a sûrement été éprouvant. Ça l'était pour tout le monde. On y envoyait les prisonniers les plus dangereux. Le séjour d'Al Capone va devenir encore plus difficile. Al Capone avait probablement attrapé la syphilis quand il était adolescent. Il ne s'est jamais soigné. Il aurait pu parce qu'il existait un traitement qui pouvait enrayer la maladie. La syphilis peut conduire à la démence quand elle atteint le cerveau. Une fois le diagnostic établi, il est transféré à l'hôpital de la prison. Al Capone est malade. Le 6 janvier 1939, il est transféré à la prison de Terminal Island, en Californie. Il obtient la liberté conditionnelle le 6 novembre 1939 et retourne chez lui à Palm Island, en Floride. Il n'a pas fait ces 11 années. Il en a fait environ les 2 tiers. À sa sortie, un examen a montré qu'il avait les capacités mentales d'un enfant de 12 ans. À 12 ans, on peut déjà être un garçon très éveillé. Mais ici, il s'agissait d'une véritable régression de l'homme qui dirigeait la mafia à Chicago. Il est sorti de prison, mais il est resté prisonnier. Incapable de reprendre ses affaires en main, il finit ses jours en Floride, dans sa villa. Il a passé ses dernières années auprès des siens. Il divaguait sur Bugs Moran et il voyait des ennemis partout. Certains des anciens venaient le voir par courtoisie, mais il n'avait plus de pouvoir dans le crime organisé et n'était au courant de rien. Le 25 janvier 1947, Al Capone meurt d'une crise cardiaque à Palm Island en Floride, à l'âge de 48 ans. Al Capone était une personnalité de son temps qui s'est éteinte avec son temps. C'est intéressant de voir comment Al Capone a résisté à l'épreuve du temps. 67 ans après sa mort, certains jeunes sont incapables de citer les noms des 3 derniers présidents des États-Unis, mais ils connaissent Al Capone. C'est étrange ce phénomène de vénération des grands criminels. On s'en souvient encore des années après leur disparition. Aux États-Unis, on a une fascination pour Al Capone. Des pizzerias et des sauces portent son nom. Ce pays s'est beaucoup façonné à son image. Al Capone a contribué à notre compréhension du crime organisé et à l'intérêt que suscite le sujet. Il y a James Cagney dans L'ennemi public. Il y a Edward J. Robinson dans Le Petit César. On a Al Pacino qui joue le rôle de Tony Montana dans Scarface, sans oublier Paul Muni dans le premier Scarface. Le dernier épisode de Breaking Bad que j'ai écrit et réalisé est une version moderne du massacre de la Saint-Valentin. Peut-être que quelque part, je cherchais à reproduire ce bout d'histoire. On continuera à faire des films là-dessus. Le phénomène ira en s'amplifiant et ne disparaîtra jamais. C'est une page de l'histoire de Chicago et de notre pays qui ne s'oubliera pas. C'est comme une légende populaire qui prend chaque jour un peu plus d'importance. Al Capone ne devrait pas être idolâtré, mais son histoire mérite d'être étudiée afin de comprendre comment il a influencé notre culture. Al Capone est mort à 48 ans, mais dans un sens, il n'est jamais mort. Il est devenu une figure culturelle majeure qui génère des livres, des émissions, des films. Son histoire est légendaire, depuis son accession au trône de Chicago jusqu'à sa chute. C'est shakespearien à bien des égards. Et pour reprendre la célèbre réplique du film L'homme qui tua Liberty Valance, la légende a dépassé la réalité.